Le poing d'Arthur s'abattit sur la joue de Nicolas comme un coup près, faisant jaillir une gerbe de sang salé qui éclaboussa le sol graisseux de la cour du lycée. « PD » hurla-t-il, sa voix résonnant contre les murs tagués de l'établissement de banlieue parisienne, tandis que les rires fusaient autour d'eux comme des balles perdues. Nicolas s'effondra. Non pas de douleur physique, mais parce que dans ce geste brutal, il avait vu, l'espace d'une seconde, les yeux d'Arthur brillaient d'une peur qu'il ne comprenait pas encore, une peur qui le liait à lui. Invisible et maudit. C'était l'automne 2005. Dans ce lycée anonyme de Saint-Denis, où les tours HLM se dressaient comme des sentinelles grises contre un ciel perpétuellement voilé. Nicolas avait 16 ans. Un corps frêle enveloppé dans un pull trop grand hérité de son père absent. Et un secret qui le rongeait comme un acide lent, il aimait les garçons. Pas n'importe lesquels. Arthur, le capitaine de l'équipe de foot, avec ses cheveux châtains en bataille et son sourire carnassier qui faisait fondre les filles du quartier. Arthur, 17 ans, fils d'un ouvrier Renault et d'une caissière Carrefour, qui régnait sur la cour comme un roi adolescent, entouré de sa meute de suiveurs au rire forcé et au poing prompt. Tout avait commencé innocemment. Ou du moins c'est ainsi que Nicolas s'en souvenait dans ses nuits d'insomnie. Une après-midi de septembre, lors d'un cours de gym sous le soleil timide, Arthur avait glissé sur le terrain boueux et Nicolas l'avait rattrapé d'un geste instinctif. Leurs corps pressés l'un contre l'autre une fraction de seconde trop longue. « Qu'est-ce que tu fous, mec » avait grogné Arthur en se relevant. Mais ses joues avaient rougi. Et Nicolas avait senti son cœur cogner comme un tambour de guerre. À partir de ce jour, les regards d'Arthur s'étaient faits insistants, accusateurs. Comme s'il avait perçu le désir muet qui émanait de Nicolas comme une odeur traîtresse. Les harcèlements commencèrent subtilement, un sac jeté dans les toilettes. Des murmures dans les couloirs, le PD regarde les vestiaires. Des graffitis sur son casier, Nico suce pour 1 euro. Nicolas rentrait chez lui, dans son HLM exigu de la plaine Saint-Denis, et pleurait en silence devant des miroirs fêlés, se demandant pourquoi son corps le trahissait ainsi. Sa mère, une infirmière épuisée aux mains calleuses, remarquait les bleumets attribués tout à la vie de quartier. Son père, parti depuis des années pour une nouvelle chance en province, laissant derrière lui un vide que Nicolas comblait avec des romans volés à la bibliothèque. Des histoires d'amours interdites où les héros triomphaient toujours. Mais Arthur n'était pas un simple brute, il était un tourbillon de contradictions. Fils unique d'une famille où l'honneur masculin se mesurait en muscles et en conquête féminine. Il vivait dans la terreur de son propre reflet. Nicolas l'avait surpris une fois, seul dans les vestiaires après l'entraînement, fixant son image dans le miroir avec une intensité qui frisait la haine. « T'es quoi, toi » avait-il marmonné à lui-même, avant de fracasser un banc d'un coup de pied. Nicolas, tapi dans l'ombre, avait compris alors, Arthur se haïssait pour les mêmes raisons qu'il le haïssait. Et pourtant, ce soir-là, quand les autres étaient partis, Arthur l'avait accosté dans la ruelle derrière le lycée. « T'as intérêt à fermer ta gueule sur ce que t'as vu » avait-il sifflé, le plaquant contre le mur froid. Leur souffle se mêlait, chaud et haletant. Et pour la première fois, Nicolas n'avait pas eu peur. Il avait levé les yeux, vu les lèvres d'Arthur trembler, et murmuré « Je sais ce que c'est ». Le coup de poing qui suivit fut le plus douloureux. Non par sa force, mais par sa trahison. Arthur s'enfuit en courant, laissant Nicolas à terre, le goût du sang dans la bouche comme une promesse brisée. Les jours suivants, le harcèlement s'intensifia, exclusion des groupes. Rumeurs amplifiées jusqu'aux profs qui fermaient les yeux, c'est l'âge. Ça passe. Nicolas se replia sur lui-même, ses notes chutant comme des feuilles mortes. Ses rêves de littérature et de Paris intramuros s'évaporant dans l'humidité des sous-sols. Il écrivit une lettre,
Une nuit de désespoir. Ah Arthur, tu me hais parce que je t'aime. Et toi? Qu'est-ce que tu ressens? Il ne l'envoya jamais. La brûlant dans l'évier de la cuisine. Les flammes dansant comme des fantômes moqueurs. L'hiver arriva. Rigoureux et impitoyable. Avec ses neiges sales qui recouvraient la cour d'un linceul blanc. Arthur semblait hanté, il évitait Nicolas autant que possible. Mais ses yeux le suivaient. Accusateurs et implorants. Lors d'une fête clandestine dans un entrepôt désaffecté de Seine-Saint-Denis. L'alcool coula à flots. Et les corps se pressèrent dans une danse chaotique. Nicolas. Poussé par un ami compatissant. S'y rendit. Vêtu d'un jean trop serré qui le faisait se sentir exposé. Arthur était là. Au centre. Une bière à la main. Entouré de filles qui riaient à ses blagues forcées. Leurs regards se croisèrent à travers la fumée des joints. Et le temps sembla se figer. Viens là. Grogna Arthur plus tard. L'attirant dans un coin sombre. Nicolas obéit. Le cœur battant. T'es pathétique. Cracha Arthur. Mais sa main s'attarda sur l'épaule de Nicolas. Un contact électrique qui fit trembler les deux garçons. Pourquoi tu me regardes comme ça? Demanda Arthur. Sa voix brisée par l'alcool. Nicolas. Osant pour la première fois. Répondit, parce que tu es beau. Et que tu souffres autant que moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rompu seulement par le bourdonnement distant de la musique. Arthur recula. Le visage déformé par la rage. T'es dingue. Murmura-t-il avant de le pousser violemment contre un pilier rouillé. Nicolas tomba à nouveau. Cette fois dans l'inconscience. Sa tête heurtant le béton avec un craquement sourd. Quand il se réveilla. L'entrepôt était vide. Et une marque de main ensanglantée barrait le mur près de lui ou la sienne. Ou celle d'Arthur? Il tituba jusqu'à la maison. Le monde tournoyant comme un manège infernal. Ce fut le début de sa chute, absence scolaire. Consultation chez un psy gratuit de la mairie qui le bourrait de mots vides, accepte-toi. Et une solitude qui le rongeait comme un cancer. Arthur. De son côté. Sombra dans une spirale de fêtes et de bagarres. Évitant tout miroir. Tout regard qui pourrait révéler sa propre vérité enfouie. Au printemps. Le lycée bruissait de rumeurs, Arthur avait une petite amie. Une blonde filiforme du lycée voisin. Et Nicolas était le taré qui se balade seul. Pourtant. Lors d'une sortie scolaire à Versailles, ironie du sort. Dans ces jardins impeccables où l'amour royal se cachait derrière des étayers. Ils se retrouvèrent isolés dans le bosquet de Trianon. Laisse-moi tranquille. Supplia Nicolas quand Arthur l'approcha. Mais Arthur. Les yeux rougis par une nuit blanche. Murmura, j'arrive pas à arrêter de penser à toi. C'est ta faute. Nicolas sentit son cœur se serrer. Un mélange de triomphe et de terreur. C'est pas une faute? Arthur. C'est nous. Le baiser qui suivit fut maladroit. Désespéré. Un choc de lèvres gercées sous le soleil printanier. Arthur s'écarta le premier. Paniqué. Et le gifla un geste réflexe? Comme pour effacer le péché. Jamais plus. Jura-t-il avant de s'enfuir vers le bus. Nicolas resta là. Touchant ses lèvres gonflées. Réalisant que l'amour, même toxique, était une drogue dont il ne guérirait jamais. L'année scolaire s'acheva dans un brouillard de notes médiocres pour les deux, Arthur obtint son bac de justesse. Nicolas avec mention. Porté par une rage intérieure qu'il transforma en carburant. Des années passèrent. Mais cette cour de lycée hantait encore Nicolas comme un fantôme. Il quitta Saint-Denis pour Paris. Étudiant la littérature à la Sorbonne. Puis le droit pour se protéger. Comme il se le disait.
Arthur disparut dans les limbes de la banlieue. Ou du moins le croyait-il. Jusqu'à ce rendez-vous fatidique. Une décennie plus tard. Dans un bureau vitré du quartier des Champs-Élysées. Où le destin, cruel et ironique, les réunirait à nouveau. Mais pour l'instant, dans cette première partie de sa vie, Nicolas n'était qu'un garçon brisé, tombant inexorablement dans les abysses d'un amour qui le consumerait. Nicolas émergea de l'enfer du lycée comme un phénix aux ailes calcinées, déterminé à ne plus jamais être la victime. Paris l'accueillit avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. Un monde où l'anonymat était une armure. À la Sorbonne, il se forgea une nouvelle identité, le brillant étudiant en littérature française. Aux chemises impeccables et aux lunettes cerclées d'argent qui masquaient ses yeux hantés. Les nuits. Il écrivait des poèmes sombres sur des amours inavouables. Inspiré d'Arthur. Ce spectre qui le poursuivait dans chaque silhouette athlétique croisée sur le quai du métro. Son premier amour officiel fut un garçon timide de Nanterre. Un graphiste nommé Julien. Rencontré lors d'une manif pour les droits LGBT en 2008. Leur relation fut douce. Presque thérapeutique, des promenades main dans la main le long de la Seine. Des dîners aux chandelles dans des bistrots de Montmartre. Où Nicolas apprenait à rire sans crainte. T'es fort, Nico, murmurait Julien en caressant sa cicatrice à la joue. Vestige du poing d'Arthur. Mais au fond, Nicolas savait, c'était une répétition. Un moyen de guérir sans affronter la plaie originelle. Quand Julien partit pour un job à Lyon, Nicolas ne pleura pas, il se replongea dans ses études. Obtenant son master avec une thèse sur Proust et les amours cachés à la recherche du temps harcelé. Ironisa-t-il amèrement. Le droit vint ensuite. Une vocation pragmatique née de la peur. À l'université Panthéon-Assas. Il excella. Devenant l'assistant d'un professeur renommé qui le recommanda à un cabinet d'avocats spécialisé en droits humains. Tu as du feu en toi, Nicolas, lui dit le vieux maître un soir. Après une plaidoirie simulée où il avait défendu un immigré queer contre une expulsion. Nicolas sourit. Mais intérieurement, il se demandait si ce feu n'était pas celui qu'il avait presque consumé adolescent. À 25 ans. Il gravitait déjà les échelons, stagiaire. Puis associé junior. Défendant des causes qui résonnaient avec son passé harcèlement scolaire. Coming out forcé. Discrimination en entreprise. Arthur, de son côté, avait emprunté un chemin plus tortueux. Après le bac, il s'était enrôlé dans l'armée, cherchant dans la discipline une échappatoire à ses démons. Stationné en Afghanistan puis en Centrafrique, il revint cabossé, tatoué d'un loup hurlant sur l'épaule au symbole de sa solitude farouche. Démobilisé, il utilisa le pécule pour lancer une petite entreprise de sécurité privée à Paris, protégeant des boîtes de nuit et des VIP dans le Marais. Le succès vint vite, charisme brut. Réseau militaire. Et une façade hétérosexuelle impeccable avec une succession de petites amies trophées. Mais les nuits. Dans son loft minimaliste du 11e arrondissement. Il buvait trop. Fixant des photos de lycée qu'il n'avait pas osé détruire. Nicolas y figurait. Flou en arrière-plan. Un rappel lancinant. Leur rencontre inévitable eut lieu en 2015. 10 ans après le baiser maudit de Versailles. Nicolas, désormais avocat accompli de 30 ans. Cheveux noirs coupés courts et costume sur mesure. Était envoyé par son cabinet pour négocier un partenariat avec une firme de consulting en cybersécurité. Le client? Arthur Sécurité Intégrale. Dirigé par un certain Arthur Duval. Dont le nom avait fait tressaillir Nicolas lors de la briefing. Ça va. Duval? C'est courant. S'était-il dit pour se rassurer. Mais en poussant la porte vitrée de l'immeuble des Champs-Élysées, il sentit son estomac se nouer comme adolescent.
La secrétaire l'introduisit dans un bureau panoramique, où trônait un homme en chemise bleu marine, large d'épaules, avec une barbe taillée et des yeux verts qui ne mentaient plus. Arthur leva la tête. Et le temps s'arrêta. Nicolas, murmura-t-il. La voix rauque. Comme si un fantôme venait de se matérialiser. Nicolas. Figé sur le seuil. Répondit d'un ton glacial, « Bonjour. Monsieur Duval. Ravi de vous rencontrer. » Enfin. Officiellement. Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Un orage contenu dans une pièce aux baies vitrées. Ils s'assirent, feignant la professionnalité. Arthur exposa son projet, une alliance pour sécuriser les données des clients du cabinet de Nicolas. Face à la montée des cybermenaces. On a besoin de votre expertise en droit numérique. Dit-il, évitant le regard de son vis-à-vis. Nicolas nota les détails. Sa plume grattant le papier comme un scalpel. Mais son esprit vagabondait vers la cour de lycée. Le poing. Le baiser. Et vous? Qu'est-ce qui vous motive? Demanda-t-il soudain. Un défi dans la voix. Arthur tressaillit. La survie. Comme toujours. Leur poignée de main à la fin fut ferme. Mais leurs paumes s'attardèrent une seconde de trop. Un courant invisible les reliant à nouveau. Les semaines suivantes furent un balai de réunions, café au Fouquet's. Dîner d'affaires dans des restaurants étoilés du Triangle d'Or. Nicolas observait Arthur. Transformé en homme d'affaires accompli. Mais traînant encore cette vulnérabilité au creux des yeux. Arthur. De son côté. Était fasciné par ce Nicolas métamorphosé au confiant. Éloquent. Avec une cicatrice qui le rendait irrésistiblement humain. T'as changé. Lâcha-t-il un soir. Après un verre de trop au baron. Nicolas rit. Amer, toi aussi. Plus de points. Maintenant des contrats. Arthur baissa la tête. J'étais un con. Pire. La proposition d'association vint naturellement, Nicolas rejoindrait Arthur en tant que co-directeur juridique. Fusionnant leurs expertises pour créer une firme hybride. Leader en sécurité et droits digitaux. Ça pourrait marcher. Admit Nicolas. Malgré la tempête intérieure. Signer le contrat. Ce fut comme sceller un pacte avec le diable ou avec son âme. Leur première soirée de célébration. Dans un bar gai discret du Marais. C'est là le destin. Arthur. Éméché. Confessa, je t'ai harcelé parce que tu me faisais peur. Parce que tu voyais en moi ce que je haïssais. Nicolas. Le cœur serré. Répondit, et moi. Je t'ai aimé malgré tout. C'est ça. La vraie chute. Leur première nuit fut un ouragan, corps enlacés dans l'appartement d'Arthur. Overlooking la tour Eiffel scintillante. Où les murmures se muèrent en cris étouffés. Et les regrets en extase. Nicolas redécouvrit le goût de la peau d'Arthur. Salé de sueur et de larmes refoulées. Au matin. Enlacés sous les draps froissés. Ils parlèrent pour la première fois sans armure. Arthur avoua ses nuits en Afghanistan. Hanté par des rêves où il protégeait Nicolas au lieu de le frapper. Nicolas raconta ses thérapies. Ses victoires en cours pour d'autres victimes. Son refus de pardonner trop vite. Mais l'euphorie fut éphémère. Bientôt. Les ombres du passé ressurgirent, un ex d'Arthur. Jaloux. Répandit des rumeurs sur leur association ambiguë. Menaçant la réputation naissante de la firme. Nicolas. Pragmatique. Proposa la discrétion, on est des pros. Pas des ados. Arthur acquiesça. Mais intérieurement, la peur renaissait, celle d'être vu. Jugé. Rejeté. Leur relation devint un secret partagé dans les ascenseurs vides et les hôtels anonymes.
Un amour volé qui, au lieu de guérir, rouvrait les plaies. Pourtant, professionnellement, il brillait, la firme attira des clients prestigieux. De start-up tech à des ONG queer. Nicolas plaidait avec ferveur. Arthur sécurisait avec efficacité. Et ensemble, ils formaient un duo invincible. Une nuit. Après une victoire en cours contre un géant du net accusé de doxing homophobe, ils firent l'amour sur le bureau même. Riant et pleurant à la fois. On l'a fait. Souffla Nicolas. Arthur, le serrant fort, répondit, non. On le fait encore. Mais le conflit couvait. Arthur, toujours ancré dans sa masculinité banlieusarde, luttait contre l'idée d'un coming out public. Ma famille. Il me renierait. Confiait-il lors de leurs rares dîners intimes. Nicolas, qui avait affronté le monde seul, insistait, l'amour sans vérité. C'est une prison. La tension montait. Invisible mais palpable. Comme un câble prêt à rompre. Et quand un journaliste curieux commença à fouiner sur leur passé commun, le passé ce lycée maudit refit surface, menaçant de tout engloutir. L'automne revint. 10 ans après celui du premier coup de poing. Et avec lui une pluie incessante qui transformait Paris en un tableau impressionniste flou. La firme Duval-Lemoine non hybride scellant leur union professionnelle prospérait, bureaux étendus au cœur du 7e. Équipe de 20 âmes triées sur le volet. Et une réputation d'excellence en protection des vulnérables numériques. Nicolas, à la tête du département juridique, enchaînait les conférences à Strasbourg sur la RGPD et les droits queer. Arthur, le charismatique CEO, négociait des contrats avec des géants comme Orange ou BNP Paribas. Son sourire carnassier dissimulant toujours cette faille profonde. Leur amour, lui, vacillait comme une flamme sous le vent. Les nuits ensemble se raréfiaient, remplacées par des textos cryptés et des regards volés lors de réunions. J'ai besoin de plus, avait murmuré Nicolas un soir, dans la pénombre de leur suite à l'hôtel de Crillon, après une soirée de gala pour une asso LGBT. Arthur, nu contre lui, avait soupiré, moi aussi. Mais pas comme ça. Pas avec le monde qui nous juge. Le lendemain, il avait annulé leur week-end à Deauville, invoquant un imprévu familial. Sa mère, malade, réclamait sa présence à Saint-Denis. La première fissure apparut lors d'un dîner avec des investisseurs potentiels, dans un restaurant étoilé du Palais Royal. Arthur, trop whisky en main, flirta ouvertement avec une consultante rousse, riant à ses blagues comme au jour du lycée. Nicolas, assis en face, sentit la jalousie l'envahir comme un poison au pas par possessivité. Mais par écho, c'était ainsi qu'Arthur masquait autrefois sa peur, en jouant l'hétéro conquérant. Plus tard, dans la voiture Uber qui les ramenait, il explosa, c'est quoi ce cirque? Tu me fais passer pour ton second. Ton ombre? Arthur, les yeux dans le vague, répondit, c'est le business. Nico. Ils achètent l'image. L'image. Ce mot devint leur refrain maudit. Arthur insistait sur la discrétion pour protéger la firme, Nicolas y voyait une trahison. Un refus de l'aimer pleinement. Leur dispute, autrefois passionnée, tournée au vinaigre, reproche sur le passé où tu m'as brisé. Et maintenant tu me caches. Sur l'avenir, et si on assumait? Regarde ce qu'on a bâti. Une nuit. Après une engueulade homérique dans l'appart d'Arthur, Nicolas claqua la porte. Errant sous la pluie jusqu'à l'aube, se réfugiant chez un ami du Marais. C'est toxique, confia-t-il à Lucas, un activiste queer tatoué. Mais l'amour, c'est toujours un peu ça.
Non. Le tournant arriva avec l'article. Un journaliste freelance, flairant le scoop, publia dans un blog spécialisé une enquête titrée du lycée au Boardroom, l'histoire secrète d'Arthur Duval et son associé gay. Les détails étaient flous aux rumeurs de Saint-Denis. Un témoignage anonyme d'un ancien camarade. Mais suffisant pour faire trembler les actionnaires. Le téléphone d'Arthur sonna dès 6 heures, annulation de meeting. Murmure dans les couloirs. Il convoqua Nicolas en urgence. Le visage blême. C'est ta faute. T'as parlé? Nicolas. Blessé. Riposta, ma faute? C'est ton passé qui nous rattrape. Arthur. Celui que tu refuses d'affronter. La crise éclata en réunion d'urgence. Autour de la table de conférence. Sous les néons crus. Les partenaires exigeaient des explications. Arthur. D'habitude 6 mètres de lui. Bafouilla, c'est personnel. Ça n'impacte pas le business. Nicolas. Sentant le désastre. Intervint avec son éloquence habituelle, messieurs. Notre force réside dans l'authenticité. Si nous cachons qui nous sommes, comment protéger nos clients? Le silence qui suivit fut assourdissant, un investisseur hocha la tête. Un autre fronça les sourcils. La firme survécut. Mais à quel prix? Arthur. Humilié? Accusa Nicolas d'avoir tout gâché lors d'une confrontation privée. T'es comme au lycée, tu veux tout exposer. Me détruire. Nicolas partit. Le cœur en miettes. Louant un studio rue de Rivoli pour prendre du recul. Les semaines suivantes furent un purgatoire, il gérait les crises légales seul. Plaidant pour des victimes de harcèlement en ligne tout en ignorant les appels d'Arthur. Ce dernier sombra, alcool. Nuit blanche. Et une rechute dans de vieux schémas, un flirt éphémère avec une ex pour sauver les apparences. Quand Nicolas l'a pris par un collègue compatissant. La douleur fut pire que n'importe quel point. Phénix? Je suis en cendres. Écrivit-il dans un journal intime qu'il n'ouvrit plus. Pourtant. Le destin. Ce farceur cruel. Les força à collaborer sur un gros dossier, la défense d'une ONG queer contre un troll farm russe doxant des militants. Forcés de voyager à Bruxelles pour des auditions à la Cour de justice. Ils partagèrent une suite d'hôtels ou économies budgétaires. Prétexta Arthur. La tension était palpable, silence lourd. Regard fuyant. Une nuit. Après une journée épuisante. Arthur frappa à la porte de la chambre de Nicolas. Je peux entrer? Sa voix était brisée. Vulnérable comme au Trianon. Ils parlèrent jusqu'au lever du soleil. Assis en tailleur sur le tapis persan. Une bouteille de Bordeaux entre eux. Arthur confessa tout, sa thérapie récente. Initié par un vétéran de l'armée haute, ses peurs d'être le PD de la banlieue, son amour pour Nicolas. Plus grand que la haine que j'avais pour moi-même. Nicolas. Les larmes aux yeux. Admis sa propre fragilité, je t'ai pardonné il y a des années. Arthur. Mais j'ai besoin que tu te pardonnes. Leur étreinte fut tendre. Réparatrice. Un pont jeté sur l'abîme. Au matin. Enlacés. Ils décidèrent, coming out public. Ensemble. De retour à Paris. Ils annoncèrent leur relation lors d'une conférence de presse. Main dans la main devant les flashs des médias. De la cour de lycée à cette salle. Nous avons transformé la douleur en force. Déclara Nicolas. Arthur. La voix ferme. Ajouta, l'amour n'est pas une faiblesse, c'est notre armure. Les réactions fusèrent, soutiens enflammés des communautés queer. Attaque homophobe des réseaux. Mais la firme? Elle explosa en popularité. Devenant un symbole de résilience. Mais la paix fut illusoire. Bientôt. Une ombre plus sombre plana, la mère d'Arthur.
Mourante d'un cancer. Appris la nouvelle par la télé. Mon fils. Avec un homme, murmura-t-elle au téléphone. La voix faible. Arthur s'effondra. Courant à son chevet à Saint-Denis. Laissant Nicolas seul face à la tempête médiatique. Reviens-moi entier. Lui avait-il dit en l'embrassant à l'aéroport. Mais quand Arthur revint. 3 jours plus tard. Il portait un masque, elle veut me voir marié. Avec des petits-enfants. C'est sa dernière volonté. Le conflit. Tapis. Ressurgit non plus entre eux. Mais contre le poids du monde. L'hiver 2016 s'abattit sur Paris comme un linceul de givre. Recouvrant les toits haussmanniens d'une blancheur impitoyable qui rappelait à Arthur les neiges sales de son adolescence. La mort de sa mère. Survenue 2 semaines après le coming out. Fut un coup de grâce, un infarctus foudroyant. Comme si son cœur, usé par les trahisons familiales et les espoirs déçus, avait simplement capitulé. Arthur organisa les funérailles seul. Dans la petite église de Saint-Denis où il avait été baptisé. Entouré de cousins bourrus qui marmonnaient des condoléances entrecoupées de regards en coin. Ton associé? Il vient pas, demanda un oncle. Mi-curieux. Mi-accusateur. Arthur. Le visage de Pierre. Répondit, c'est personnel. Nicolas respecta l'espace. Envoyant des fleurs anonymes et un mot gravé sur une plaque, pour la femme qui t'a donné la force. Mais intérieurement, il bouillonnait, ce deuil semblait une excuse pour Arthur de se retrancher. De redevenir l'homme en armure qu'il avait été. Les appels restaient sans réponse, les textos. Bref et froid. La firme tournait au ralenti. Arthur déléguant à des adjoints tandis qu'il errait comme un fantôme dans son loft. Vidant des bouteilles de cognac face à des photos jaunies de sa mère, une femme aux yeux fatigués. Qu'il avait élevée à la dure après le départ du père. Instillant en lui cette masculinité toxique qu'il haïssait désormais. Le retour d'Arthur fut marqué par une réunion explosive. Assis dans le bureau vitré. Sous un ciel plombé. Il annonça, je prends un congé. Indéfini. Nicolas. Abasourdi. Protesta, on a des clients. Des engagements. Et nous? Arthur évita son regard. Justement. J'ai besoin de temps pour digérer. La trahison frappa Nicolas comme un uppercut, après tout. Après le courage du coming out. Arthur fuyait à nouveau. C'est elle. Sa volonté? Tu vas te marier avec une ombre pour apaiser un fantôme, hurla-t-il. Renversant une pile de dossiers. Arthur se leva. Les poings serrés au écho cruel du passé. Tu comprends rien. Elle est morte en pensant que j'étais un monstre. Les mots blessèrent plus que n'importe quel geste. Nicolas quitta la pièce. Claquant la porte. Et plongea dans le travail comme un drogué, nuit blanche à plaider pour des dossiers désespérés. Conférence à Berlin sur l'homophobie institutionnelle où il se perdait en discours enflammés. Mais le vide le rongeait, il revoyait Arthur adolescent. Vulnérable sous la rage. Et se demandait si l'amour n'était qu'un cycle de chute et de rémission. Un soir, lors d'une after-party queer au Bad Co, il croisa un admirateur, un jeune activiste nommé Théo. Aux boucles blondes et au sourire solaire. Leur flirt fut innocent, un baiser volé sur la piste. Une nuit câline sans promesse. Au matin. Théo murmura, t'es pas obligé de porter le monde seul. Nico. Mais Nicolas savait, c'était un pansement. Pas une guérison. Arthur. De son côté. Son bras plus profond. Il reprit contact sporadiquement, un café forcé ici. Un « je t'aime » laconique là. Mais ses yeux trahissaient la tempête, cauchemar où sa mère le maudissait. Vision de Nicolas comme un accusateur. Lors d'une thérapie de groupe pour vétérans queer. Il craqua enfin,
j'ai harcelé l'homme que j'aimais parce que je me haïssais. Et maintenant, je le perds parce que je meurs de honte. Le thérapeute. Un ancien militaire tatoué. Hocha la tête, la honte? C'est l'ennemi. Affronte-la. Ou elle t'engloutit. Inspiré. Arthur fouilla le passé, il contacta l'ancien lycée. Finança une campagne anti-harcèlement. Et écrivit une lettre à Nicolas aux des pages manuscrites. Tremblante. Où il déversait tout, regret. Amour. Terreur. La lettre arriva un matin de verglas. Glissée sous la porte du studio de Nicolas. Il la lut d'une traite. Assis par terre. Les larmes brouillant l'encre. Reviens. Implorait Arthur. Pas pour la firme. Pour nous. Je suis prêt à tomber avec toi. Nicolas hésita. Le cœur déchiré entre vengeance et pardon. Il appela Théo pour rompre gentiment, c'était beau. Mais pas complet. Puis se rendit au loft d'Arthur. Sous une averse qui transformait les rues en rivières. La confrontation fut un maelstrom émotionnel. Arthur ouvrit la porte. Décoiffé. Les yeux rougis. Je t'ai trahi. Encore? Admit-il d'emblée. Nicolas entra. Trempé. Et le gifla au pas fort? Mais symbolique. Un écho inversé du passé. Oui. Et moi? Je t'ai laissé faire. Ils s'effondrèrent sur le sol, s'embrassant avec une urgence féroce. Mélange de colère et de désir. Cette nuit-là, ils firent l'amour comme pour la première fois, lent, exploratoire. Exorcisme des fantômes. Au petit jour. Enlacés. Ils planifièrent, thérapie conjointe. Un voyage à New York pour respirer. Et une refonte de la firme plus inclusive. Avec un pôle dédié au trauma queer. Mais le destin, jaloux, intervint sous la forme d'une trahison plus sournoise. Un rival de la firme. Un cabinet conservateur de province. Lança une OPA hostile. Exploitant les instabilités personnelles d'Arthur pour discréditer l'ensemble. Les médias s'emparèrent du scandale, le duo gay en péril, amour ou faillite? Nicolas. Pragmatique. Contre-attaqua en justice. Mais Arthur. Fragilisé. Douta, et si on vend? Pour recommencer ailleurs. La proposition blessa Nicolas, vendre? C'est vendre notre histoire. Le chaos trao survint lors d'une audience cruciale au tribunal de commerce. Sous un ciel orageux qui grondait comme un présage. Nicolas plaidait avec feu. Démontant les accusations point par point. Quand Arthur, assis au fond, reçut un appel, son oncle, héritier de la mère, contestait le testament, accusant Arthur d'avoir causé sa mort par son mode de vie. Dévasté, il se leva et quitta la salle en titubant. Nicolas, sentant le drame, abrégea sa plaidoirie victorieuse pour le suivre dans les couloirs labyrinthiques. Ils ont raison. Sanglota Arthur contre un mur froid. Je suis une malédiction. Nicolas le prit dans ses bras. Le berçant comme un enfant. Non. Tu es mon miracle. Et le leur. S'ils le voient. Leur baiser. Là. Sous les néons clignotants. Fut vu par un huissier compatissant qui tweeta l'instant viral instantané. Symbole de résilience qui fit basculer l'opinion. L'OPA échoua, la firme triompha. Mais pour eux, la vraie bataille ne faisait que commencer, guérir les blessures familiales. Affronter les jugements sociétaux. Et construire un amour adulte. Sans masque. Pourtant, une ombre persistait, Arthur. Hanté par l'héritage maternel. Proposa un compromis, un mariage civil discret. Pour honorer sa mémoire.
Avec une clause secrète pour des enfants par GPA. Nicolas refusa. Furieux, c'est pas de l'amour. C'est une transaction. La dispute les sépara à nouveau. Brièvement. Forçant chacun à l'introspection. Nicolas. Lors d'un séminaire à Lyon. Rencontra d'anciens harcelés qui lui rappelèrent, le pardon n'est pas l'oubli, c'est la transformation. Arthur. Visitant la tombe de sa mère. Murmura, maman. Il m'a sauvé. Aide-moi à le mériter. Leur réconciliation fut douce amère, un dîner simple aux zincs d'un bistrot de Belleville. Où ils rirent des absurdités du passé et pleurèrent pour l'avenir. On avance. Ensemble. Jura Arthur. Mais le destin réservait un dernier coup, une révélation sur le lycée. Un témoin inattendu qui changea tout. Le printemps 2017 fleurit à Paris avec une douceur insolente. Les cerisiers du Champ de Mars éclatant en rose contre un ciel azur. Comme pour moquer les tourments humains. La firme. Baptisée désormais le Moine du Val Résilience, un clin d'œil à leur odyssée. Était au zénith, contrats internationaux. Partenariat avec l'ONU sur la cybersécurité queer. Et une fondation anti-harcèlement financée par leur succès. Nicolas et Arthur. Aux commandes. Incarnaient le duo iconique, conférence TEDx où ils racontaient leur histoire sans phare. Mains entrelacées sur scène. Récoltant des standing ovations qui guérissaient les plaies invisibles. Leur vie privée. Elle. S'épanouissait en harmonie fragile, un appartement haussmannien partagé rue des Martyrs. Avec vue sur les toits et un balcon où ils prenaient le café. Discutant de tout de Proust à la politique. Des craintes d'Arthur aux ambitions de Nicolas. La thérapie conjointe. Chez un psy du Marais spécialisé en trauma relationnel. Les sculptait, vous êtes des survivants. Pas des victimes. Rappelait le thérapeute. Arthur progressait. Visitant régulièrement la tombe de sa mère avec des fleurs et des histoires de leur amour, il est mon équilibre. Maman. Tandis que Nicolas. Enfin apaisé. Publiait un essai dans Le Monde, de l'harcèlement à l'harmonie, une odyssée queer française. Mais le passé. Tenace. Frappa une dernière fois sous la forme d'une lettre anonyme glissée dans la boîte aux lettres de la firme. Je sais ce qui s'est passé vraiment à Versailles. Écrivait l'expéditeur. Un certain Marc. Ancien camarade de lycée reconverti en prof de sport. Arthur ne t'a pas giflé par peur. C'était plus sombre. Intrigué et alarmé. Ils le rencontrèrent dans un café anonyme de Bastille. Marc. Bedonnant et bourru. À voix, j'étais là. Caché. Après le baiser. Arthur a pleuré. Il a dit « je l'aime ». Mais ça me tuera. Puis il t'a frappé. Pour se punir lui-même. Et moi. J'ai ri avec les autres. Par lâcheté. La révélation fut un séisme, non une simple peur homophobe. Mais un auto-sabotage profond. Une tentative désespérée de nier un amour qui le consumait. Arthur s'effondra dans les bras de Nicolas. Cette nuit-là. Dans leur lit au drap de lin froissé, je me suis haï tant d'années pour ça. Pardon? Mon amour. Nicolas. Les larmes coulant. Murmura, c'est fini. On est libre. Leur étreinte fut cathartique. Un exorcisme final où les corps et les âmes se fondirent. Sous la lune parisienne qui veillait comme une complice. Le chaos trao. Cependant. Ne fut pas dramatique mais humain, la fondation invita les anciens du lycée à un atelier anti-harcèlement. Et Arthur. Tremblant. Y parla ouvertement. J'étais le harceleur. Aujourd'hui. Je suis l'homme qui répare. Nicolas. À ses côtés. Ajouta, et l'aimé qui pardonne. Marc fut le premier à s'excuser. Suivi d'autres un cercle de vérité qui libéra des décennies de silence.
La presse en fit ses choux gras, de la cour à la catharsis, le pardon queer qui guérit la France. Le dénouement vint naturellement. Sous la pluie fine d'un juin pluvieux. Sur le pont des Arts où ils avaient rêvé d'un amour sans chaîne. Arthur s'agenouilla. Non avec un anneau tapa accent grave l'œil. Mais avec un simple bracelet tressé de cuir banlieusard et de soie parisienne symbole de leur monde uni. Épouse-moi. Nicolas. Pas pour les autres. Pour nous. Pour transformer chaque chute en vol. Nicolas. Ému aux larmes. Accepta, oui. Pour toujours. Leur mariage. Civil et intime aux mairies du 4e. Fut un hymne à la résilience, amis queer en costume arc-en-ciel. Un gâteau aux saveurs de Saint-Denis, pain d'épices et macarons. Et un voyage de noces à Provence. Dans une bastide isolée où ils marchèrent main dans la main. Guérissant sous le soleil méditerranéen. De retour, ils adoptèrent un chien errant à un bâtard joyeux nommé Echo. Et lancèrent un podcast sur les amours toxiques transfigurés. Touchant des milliers d'âmes brisées. Des années plus tard. En 2025. Alors que Paris bourdonnait sous les JO relocalisés. Nicolas et Arthur siégeaient au Conseil d'une Europe queer. Mentor pour une génération qui n'aurait plus à tomber seule. Leur amour. Forgé dans le feu du harcèlement et poli par les tempêtes. Était devenue légende non pas hollywoodienne. Mais profondément humaine. Ancrée dans les rues de France où chaque cicatrice raconte une victoire. Et dans les nuits calmes. Enlacés. Ils se murmuraient, on a gagné. Ensemble. Ainsi s'achevait leur odyssée, pas une fin heureuse parfaite. Mais une humanité conquise. Où l'amour. Enfin. N'était plus une chute. Mais un envol partagé.